Salut à tous, épisode 4 avec Haru et les ragazzi. Donc cette partie quand même est basée sur un truc quasi impossible qui est une espèce de renaissance à 29 ans passés de Fabio Haru et avec un entourage, je dirais, modeste. Modeste, donc c'est le défi. On est en Continental Pro et on se retrouve à jouer parfois des courses peut-être un petit peu confidentielles. On avait aperçu la Settimana Cyclista la fois d'avant, ainsi que le Tour de Sicile, un peu moins confidentiel celui-là. J'avais simulé un petit peu le tout début de saison pour ensuite me retrouver piégé sur quelques classiques qui n'étaient pas évidentes. On avait eu juste un petit peu de succès côté des Strade Bianche. On avait aussi eu un peu de succès à Milan-San Remo. Après sur des classiques un petit peu plus réservés à Moschetti, on avait eu un peu moins de réussite, même si la deuxième place à Gand-Wevelgem n'est pas non plus une insulte, mais quand même, il y avait aussi une forme du jour qui était un peu négative ce jour-là. Bref, on n'a pas connu énormément de fois la victoire, même s'il y a des victoires en simulation, hein, mais on domine rien, on est vraiment en difficulté, ça me convient très bien. L'équipe donc est articulée autour de Fabio Haru, qui est un grimpeur qu'on connaît tous, avec des notes qui ont été peut-être un petit peu sévères. 75 en montagne, c'est un petit peu sévère pour Fabio Haru. 82 en descente, en revanche, peut permettre des opportunités. Et donc voilà, le principe il est là. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à entourer Haru de la meilleure manière, tout en sachant que Moschetti a très rapidement progressé et s'avère être un coureur tout à fait intéressant. Il y a cette étape sur Tirreno Adriatico, il y a des places comme je l'évoquais juste avant, c'est un coureur intéressant. Le jeune Vendra, mais il est aussi un coureur qui est intéressant. Hein. Vous voyez, il vient d'Androni l'année précédente, c'est un coureur très intéressant. Il est chez AG2R, la mondiale. En réalité, on devrait le voir se signaler dans les années à venir, très probablement. Imeriocci, on connaît tous quand on joue sur PCM. Après, il y a une petite flopée là, pas Fabro. Hein. Fabro est un grimpeur de Bora Hansgrohe, hein. Mais sinon, il y a des coureurs, voilà, un petit peu Chipoletta et les 6K en dessous, Regen. Et Jenny Moscon qui, finalement, avec ces notes-là, avec ce 75 de plaine, 76 de vallon, 76 de CLM, prologue, 77 pavé, une endurance et une résistance, ma foi, qui, s'ils sont valorisés par un pic de forme et une bonne forme du jour, peuvent donner des choses intéressantes. C'est ce qu'on verra juste après. En tout cas, c'est la question qu'on va se poser. Donc, pourquoi pas, mais ça va être difficile, ça va être vraiment délicat. J'ai plein d'idées, je dis pas tout à la fois, mais il se pourrait que dans les épisodes à venir il y ait quelques surprises. Voilà, on va donc aller, vous le voyez ici, c'est prévu pour eux, c'est l'Amstel Gold Race, c'est parti. On se retrouve donc sur les terres de Mathieu Van Der Poel. Et on ne sait pas tellement à quelle sauce on peut être mangé, parce que je n'ai pas le candidat vraiment puncher spécialiste, même si peut-être qu'on pourrait estimer que Vendra l'est, mais pour moi il n'est pas assez fort sur les notes physiques. Du coup, c'est plutôt Moscon que je peux privilégier sur ce contexte-là. On voit que le gratin du gratin est présent, évidemment, à la Philippe, Van Der Poel, Kwiatkowski et consorts, évidemment. Donc, quel peut être l'espoir de notre équipe sur une Amstel comme celle-ci? Déjà d'essayer de s'échapper pour montrer le maillot. Hein, et donc c'est comme ça que je vais demander à Moschetti, qui a zéro chance, lui, de l'emporter. Hein. On sait bien qu'avec ses notes de vallon-là, avec ses notes physiques, Moschetti n'a pas de chance de victoire. Donc autant partir dans l'échappée. Et puis il est peut-être un de ceux qui peut le moins supporter Moscon dans le final. Je pense davantage à Fellini pour essayer de seconder Moscon dans les derniers moments où Moscon ne sera pas seul, parce qu'on sait très bien que c'est comme ça que ça terminera. L'occasion de parler aussi du comportement du jeu. Je l'ai fait déjà dans d'autres vidéos, mais je le refais dans celle-ci. On peut observer que sur ce type de classique,
L'échappée, allez, avec un coureur modeste, on peut la prendre. En revanche, si on cherche à échapper à un coureur un peu trop peu modeste, il faut se préparer à l'idée qu'il ne s'échappera jamais. Bon, très bien, ça je trouve ça très réaliste au final, puisque vous savez très bien que dans le cyclisme, les équipes, globalement, laissent un bon de sortie à un coureur ou pas. Donc, à partir de là, il faut juste jouer un jour sur un effet de surprise et aller surprendre tout son monde. Mais à part ça, il n'y a pas d'opportunité réelle pour les échapper. À partir du moment où on a estimé déjà qu'ils pouvaient partir, ça veut dire qu'ils ont peu de chances de réussite. Peu ne veut pas dire zéro, mais voilà. Moschetti, à cette image, a été repris bien loin du final, même si on s'en rapproche. Le projet ici, ce serait peut-être d'espérer profiter de deux situations. Alors que j'ai connu des soucis de ravitaillement assez considérables, c'était un grand problème encore une fois. Sur terrain vallonné avec les relances, comme ça c'est un aspect du jeu sur lequel il y a des moments un peu délicats pour ce qui me concerne. Voilà. Je termine toujours par pouvoir ravitailler mes mecs, hein, mais passe quand même par des moments douloureux où certains d'ailleurs se vident, certains équipiers peuvent se vider la barre vraiment sur un ravito. C'est un peu compliqué. Le niveau extrême sur PCM 2020, je trouve est quand même assez compétent, hein, par rapport à ce qu'on a pu observer parfois sur le 19, sur le 18. Je trouve qu'au final, il me donne du fil à retordre, surtout avec cette équipe-là. Le projet est éventuellement de partir ici, regardez. On voit Tuns qui montre les dents, il y a Kwiatkowski, Van Der Poel, il y a plusieurs coureurs ici qui essayent d'accélérer, voire même d'attaquer. On est situé correctement, Van Drame Fellin est en dernier lieutenant de l'ami Gianni Moscon, et non ça va, on est pas mal, on peut peut-être espérer accrocher une roue, puisqu'on sait que c'est la nouvelle mode sur ces classiques, sur PCM 20, c'est-à-dire qu'on a comme ça des possibilités d'échapper comme ça qui parfois vont au bout parce que la mayonnaise a pris. En l'occurrence ici, Van Drame a trouvé un appui en la personne de Kwiatkowski, de Mollema et d'Adam Yates. Donc c'est pas mal du tout d'avoir réussi à caler Van Drame là-dedans, parce que si les autres roulent, ça pourrait nous emmener, allez, je vais pas dire très loin, mais en tout cas ça pourrait nous amener à jouer un rôle dans les 10, hein, éventuellement. Donc à voir aussi quel peut être le niveau de collaboration de l'IA. On va regarder, voilà, ça a repris, donc ça veut dire qu'il va falloir tout refaire. Tout est à refaire par rapport au fait de s'échapper, on a raté la bonne. On a très probablement raté la bonne avec Valgren, avec plusieurs coureurs d'importance. Heureusement, après, il nous reste quelle arme? Il nous reste la possibilité d'essayer de recoller, mais on est déjà sous les 5 km. Hein. C'est délicat. Lutsenko, Van Der Poel, Woods notamment. Il y a quelques coureurs comme ça. On s'est fait surprendre un peu. Ça me fait penser un peu au scénario avec Philippe Gilbert, sauf que Degenkolb avec l'Auto Soudal, j'avais réussi à ce que Degenkolb ramène Philippe pour essayer d'aller contester la victoire. Et ici, c'est Lutsenko qui est parti pour s'imposer très clairement. Lutsenko devrait s'imposer à cet Amstel. Regardez. Bam! Et ouais. Donc nous, j'en parle même pas parce qu'on a été, on n'a pas été en mesure d'exister sur ce final. Mais en revanche, Van Der Poel, est-ce que vous me permettez de dire qu'il a fait une Van Der Poel et le malheureux se retrouve être Lutsenko cette fois-ci? Regardez, sprint incroyable. Pourtant, il y a la Philippe qui va pas à 2 à l'heure. Hein. Et Lutsenko qui croit qu'il a gagné, en fait, c'est Van Der Poel qui passe sur la ligne. Donc, c'est amusant le clin d'œil à l'Amstel, qu'une telle chose arrive là. C'est assez rigolo. Et elle est plutôt méritée, hein, pour Mathieu. Puis nous, on a fait un peu ce qu'on a pu. C'était pas phénoménal, mais dans le final, j'étais pris par le punch. Gianni Moscon, c'est pas réellement son registre. Peut-être ça peut le devenir là au bout d'un an, mais là en tout cas c'est pas le cas. Tour des Alpes à présent, j'ai joué le parcours, le profil 2017. Voilà. Donc on voit par exemple ici pour l'étape 1 une arrivée à Innsbruck.
Innsbruck, lieu récent de championnat du monde, 2018, souvenez-vous. Donc ça c'est donc le Tour des Alpes 2017. Voilà. Il y a eu des étapes qui avaient été légèrement modifiées à l'époque, euh, parce que sûrement à cause des conditions météorologiques. En fait, on a une équipe qui est pas vilaine, loin s'en faut. Il y a quelques gros coureurs comme Richie Porte, Chris Froome, on a Ulissi, Formolo, Patrick Bevin, on va reparler, Luis Leon Sanchez, Caruso. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a quelques noms. Après, c'est pas non plus le gratin du gratin, mais on a quelques concurrents de bonne qualité. Il va se passer il y a un fait de course remarquable sur cette première étape qui est assez intéressante, qui a été assez animée et qui a été, pour le coup, vous voyez tous les Ineos qui attendent Chris Froome, et pour cause. L'étape a été mouvementée et notamment elle a été marquée par la remontada, ou la tentative en tout cas de remontada de Christopher Froome, puisqu'il fait vraiment partie des favoris, et avec cette chute, le pauvre s'est retrouvé vraiment distancé à tel point que tout Ineos s'est rabattu. Il y a eu tous les efforts possibles qui ont été faits pour essayer de ramener Froome, mais c'est une étape courte, et ça rentre en ligne de compte. Quand vous avez une étape plus courte, à 130 bornes comme ça, mine de rien, si ça roule très fort devant, et ça a été le cas, je peux vous dire que ça, justement, je parlais de différence du jeu, de le comportement de l'IA par rapport à des choses qu'on avait pu connaître par le passé. Je trouve quand même qu'il y a une tendance. Alors moi, je me prononcerai que sur le mode extrême, puisque c'est le niveau de difficulté que j'ai choisi, et dont je ne bougerai pas. Je trouve que pour ce mode de jeu, pour ce mode de difficulté, il y a vraiment encore plus encore plus d'agressivité de la part de l'IA, qui a tendance à vraiment épuiser et surépuiser même ses équipiers pour, euh, pour rouler très très fort sur des séquences de course où avant on pouvait avoir l'impression que ça se reposait. Alors là par contre, il suffit de dire ça pour que on soit sur une séquence où ça marque un peu le pas, mais c'est parce que tout le monde est fatigué, fatalement. Si vous avez tous vos équipiers qui vident la barre, il y a bien un moment où soit les leaders prennent leurs responsabilités, comme on le voit ici, avec des tentatives signées, Bilbao, signées un tel ou un autre, mais Caruso plutôt, sur ce Tour des Alpes. Mais à part ça, sinon on assiste à des scènes incroyables où tout le monde se regarde et où il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Donc attention, Ulissi est un vrai danger, même sur ce type de profil. Il y a comme ça quelques coureurs qui vont vite en cas d'arrivée au sprint, et on aperçoit que le pauvre Christopher Froome, il est aux fraises. Je ne sais plus combien, mais je crois qu'il va perdre un truc comme 13 minutes sur cette étape. Froome ne reviendra jamais, bien évidemment. Il a été distancé, ses équipiers se sont épuisés, et pour lui, c'est terminé. Il n'a pas réussi du tout à recoller à ce peloton qui, encore une fois, j'insiste, roulait assez rapidement, à image ici. Donc la UAE qui a bien mis le leader Formolo dans les bonnes conditions pour essayer d'accélérer comme ça sur cette montée finale vers l'arrivée, donc probablement à proximité d'Innsbruck, puisque que je sache, Innsbruck est au bord d'un fleuve. Donc à partir de là, c'est pas en haut d'une montagne, mais bon, voilà. Donc la ville juste en bas, c'est Innsbruck. Et voilà, Haru qui tente ici de contester à Leon Sanchez et surtout à Davide Formolo la victoire. Ce sera peine perdue. Victoire pour Davide Formolo. Il m'intéresse, je vais vous dire, être franc, puisqu'il y a une phase de dossier qui va suivre. Davide Formolo est un profil de coureur qui manque dans mon équipe. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup de choses qui manquent dans cette équipe. Mais Formolo serait un profil complémentaire de Fabio Aru et de Gianni Moscon. Pour ce qui est, par exemple, de commencer à considérer la différence entre des parcours, on va dire, type Amstel, des parcours type Flèche Wallonne, qu'on verra en fin d'épisode, des étapes de tour aussi, où il y a comme ça des arrivées au sommet. Formolo, top 3 à Liège IRL en 2019, on ne peut pas le mésestimer celui-là. Il a une capacité à se montrer très fort sur classique.
Formolo pourrait être le leader occasionnel de grand tour, plus Ardennais attitré de cette équipe-là. En tout cas, ça me semblerait pas délirant de le faire. Je sais même pas s'il est en fin de contrat hein, sur la database, mais je pense que ça pourrait être une pioche intéressante pour nous. En tout cas, si c'est pas cette année, il faut que ce soit l'année suivante. Je pense que c'est pas un renfort qui serait, on va dire, qui dépaillerait pas par rapport à cette équipe-là. Regardez, il y a eu sur cette étape une grosse lutte pour prendre l'échappée, dont a été éjecté le pauvre Fabro, que j'avais voulu pourtant envoyer, mais il y en a un qui prend sa revanche sur l'étape 2, c'est Christopher Froome. Alors évidemment, nous, du coup, on est cantonné à rouler. L'objectif du sponsor, c'est le top 5 sur ce Tour des Alpes. Top 5 sur le Tour des Alpes, a priori, vu le plateau. Surtout que Froome s'est pris une grosse ardoise dès l'étape 1. Ça fait un candidat de moins au top 5. Ça peut être envisageable, hein, honnêtement. Il faut juste être un peu vigilant et pas faire de grosses bêtises. Et normalement, notre top 5, on va l'avoir. Mais moi, j'espère un petit peu plus, comme vous en doutez. J'espère un petit peu plus qu'un top 5. Après, si Diego Rosa remplit les conditions et arrive à gagner, il n'y a pas de problème. Hein. Toujours est-il que sur cette étape, sur cette étape, ben, ça va être... Non, c'est pas là que Froome a tenté, c'est après qu'il va s'échapper. Ça va être une victoire au sprint pour Ulissi devant Bevin. Alors là, on a les deux qui vont le plus vite lors de ces arrivées-là. Parce qu'en fait, ce Tour des Alpes, il est composé exclusivement d'étapes qui, quand même, font appel à des capacités soit de puncher, soit de grimpeur, quoi. Et donc, parmi tout ce gotha de coureurs-là, c'est eux deux les meilleurs. Et ça s'est retrouvé sur ce sprint-là. Voilà, l'étape 3, ça va être la tentative de revanche de Chris Froome. Vous avez vu, moi, je suis parti tout de suite avec Fabro. Parti tout de suite. On a été suivi, je crois que c'était Steimler qui nous avait suivi pour la De Koning Quick-Step et Chris Froome. Et en plus de lancer des petites offensives comme ça, essayer de nous surprendre à l'avance, qui est toujours palpitant, ils ont aussi, Ineos a aussi envoyé Henao pour essayer d'aider Froome comme s'il avait besoin d'aide, à dominer cette échappée et essayer d'aller l'amener au bout. Hein. Et donc, moi je vais me tuer pendant qu'Henao, très logiquement, ne roule pas. Bah, évidemment, il a Froome à l'avant. Je vais me tuer pour revenir, et Fabro est un bon grimpeur. Hein. Il est loin d'être ridicule. Simplement, il n'est pas non plus doté d'une forme du jour très favorable. Hein. Mais il s'accroche, regardez, il est avec les deux Ineos, voilà, au moment où ça lâche. Mais à ce moment-là, je vais faire un calcul qui est que je dois sauvegarder le général à tout prix. Et surtout, je ne fais pas une Movistar. Hein. Hashtag Solaire Quintana 2019 sur la Vuelta notamment. Je ne fais pas une Movistar parce que Fabro n'avait aucune chance face à Froome. Strictement aucune chance avec sa forme du jour négative. Donc à partir de là, oui, je l'ai rappelé. Il valait mieux sécuriser le général en offrant un équipier de plus à Haru. Donc voilà un peu le projet à ce stade-là. Je m'adapte. Hein. Je m'adapte parce que entre ce qu'on peut avoir prévu à l'avance et ce qui peut se passer effectivement, il y a quand même souvent un monde. Et j'ai trouvé donc, que je vous disais, la course très nerveuse, avec une forte agressivité de l'IA, avec très peu de possibilités pour moi de prendre la course à mon compte. Hein. Très lié évidemment à la qualité des coureurs, mais vraiment dominé. Hein. Je me suis senti totalement dominé par l'IA, que ce soit sur la prise d'initiative ou même aller sur ces types d'arrivées-là, où il y a nettement 3-4 coureurs qui sont meilleurs que Haru sur même ce type d'arrivée-là. Hein. C'est un peu un crève-cœur, mais c'est comme ça. Victoire de Froome, hein, donc elle était quasiment annoncée, celle-là, à partir du moment où l'IA le laisse partir, il va chercher son étape. Haru va limiter les dégâts à toute fin. Regardez, j'ai beaucoup de surprises de voir Patrick Bevin 6ème quoi, sur une montée comme celle-ci. Mec à 69 en montagne, expliquez-moi les gars. Bon, c'est pas la seule note qui rentre en compte finalement pour résister à ce type d'arrivée. Hein. On l'a bien perçu sur ce coup-là. Il y a un savant calcul pondéré entre note de vallon et note
de montagne. Certains forums en parlent. Je suis déjà tombé sur ça, j'ai pas de certitude. Il y a des gens qui affirment des choses. J'ai déjà vu, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur le forum que presque tout le monde connaît quand on joue à PCM, sur le forum Groupeto. Il y a des gens qui abordent cette question-là, j'ai déjà lu à ce sujet, et je vous avoue que moi j'attends des preuves, et j'ai pas eu toutes les preuves de ce que j'ai lu, donc à partir de là, je peux pas dire que j'adhère, ou que j'adhère pas d'ailleurs, hein. Mais comme quoi la note de Vallon interviendrait dans une certaine mesure, dans certains types de profils, et puis sinon c'est plutôt la note de montagne qui joue un rôle. Euh, bon, je vous laisse vous y référer. Ça pourra être l'objet de discussions dans les commentaires, ou bien sur le Discord, ou bien peut-être même développé dans une vidéo future. Mais honnêtement, tant que j'ai pas de certitude, je préférerais plutôt poser la question. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour que si des gens savent des choses, mais s'ils ont la certitude évidemment, hein, parce que si c'est juste pour me répéter un truc que j'ai lu sur le groupe Eto, ça sert à rien. Euh, à voir. À voir tout ça. Toujours est-il qu'on est sur une étape 4 sur laquelle on a un peu d'ambition parce que j'ai envoyé Fabro à l'avant. J'ai envoyé l'ami Fabro pour essayer d'aller peut-être cueillir une victoire d'étape si jamais le scénario le permet, quoi, parce que c'est pas sûr. On a toujours quand même Stia qui roule avec toujours des équipiers sortis de nulle part pour venir imprimer un rythme dingue. Et puis des fois quand même on se frotte les mains parce que ça roule plus, parce que les mecs sont canés, voilà. Donc il y a quand même, heureusement, hein, quelque part, c'est moral, hein. Il y a quand même un moment où à force de rouler à fond, les types, ils n'arrivent plus à rouler, ils sont en fringale, les équipiers là. Donc j'essaie de gérer ma barre avec Fabro, voir un petit peu, et puis là j'estime que c'est fait. À ce stade-là, j'estime que la victoire est acquise pour Fabro. Du coup, je tente de voir si on pourrait pas faire gagner du temps à Fabio Aru, dans l'optique toujours d'essayer de récupérer cette petite minute hein, qui le sépare au général. Et là, regardez, bam, je me fais reprendre par la cohorte de méga super grimpeurs de l'éternel. Là. Bon, ok, on a compris. Donc, Haru, tu bougeras pas. Par contre, Fabro va quand même prendre son étape. Ouf, ouf, on a pris une étape sur ce Tour des Alpes. Et évidemment, le sprint est réglé par les spécialistes, hein, notamment Ulissi en tête. Oui, alors Richie Porte, spécialiste, on repassera. Pareil pour Kevin Rivera. Kevin Rivera, je pense qu'il doit avoir quelqu'un dans la famille qui bosse chez PCM en fait. Parce que, parce qu'à chaque fois, il devient mutanesque. Au bout de 3-4 années de jeu, il devient mutanesque. Bon, à voir. Si ce type-là devient le futur Bernal, je mangerai mon chapeau. Mais je demande quand même à voir parce que les pépites entre guillemets imposées par la database par défaut du jeu, on en a connu des pas mal depuis une dizaine, plus même, une dizaine d'années, un peu plus. Euh, Toujours voir un peu ce que deviennent vraiment les types, hein, d'accord. Voilà. Fabro, de nouveau échappé. Alors là, bon, on est clair, hein. Qu'est-ce que je vise? Peut-être essayer d'aller chercher les points des GPM. Hein. On voit qu'il y a aussi Ineos qui avait envoyé Puccio et Henao cette fois-ci. Sachant que Puccio a quand même pas non plus le profil de rêve pour résister sur ce type de parcours. C'est donc Henao évidemment pour lequel ça joue. Et derrière, ça laisse pas le champ libre. Hein. Ça laisse pas le champ libre du tout. On voit ils sont pas loin ils sont pas très loin. Ça va me donner une idée. Je vais me dire, écoute, tu n'as pas encore exploité les facultés de descendeur exceptionnelles de Fabio Aru. À partir de là, est-ce qu'on pourrait pas essayer de mettre quelque chose en place pour, dans cette énorme descente, vous la voyez, hein, elle est très très longue. Hein. Le problème, c'est pas la descente, le problème, c'est le replat derrière. Parce qu'encore, la bosse, je veux bien, mais le replat, c'est pas bon pour Haru, tout ça. Toujours est-il qu'on va quand même tenter le coup. Hein. On a donc été repris, le peloton a été très très largement écrémé. Rosa est là pour éventuellement lancer Fabio Aru et essayer de mener grand train sur cette descente. On va tenter le coup. On va tenter le coup. Un peu à la Nibali. Hein, mais Aru est un très bon descendeur aussi. Il n'a pas besoin d'être comparé à quelqu'un d'autre. Il est
il est déjà lui-même un très bon descendeur. Alors, vous voyez, voilà, on passe en tête, ça c'est juste pour être bien placé, c'est pas du tout pour prendre les points. Et à un moment donné, je vais provoquer la cassure, voilà. Je vais provoquer la cassure avec Rosa pour que Haru puisse partir. Et là, il y aura quand même un numéro de Haru. Hein. Un numéro, puisque il est parti au sommet, il était avec les autres. Et vous allez voir qu'en bas de la descente, il va avoir pris plus de 35 secondes d'avance juste sur ses qualités de descendeur exceptionnelles. Donc c'est vrai que c'est là où vous vous dites ah, si seulement l'arrivée avait été après la descente, comme certaines étapes de Tour de France par exemple, on connaît, il y a moyen de s'éclater sur ces étapes-là. Et regardez par contre, alors ça, là c'est vraiment séquence amertume absolue. Voilà, pam, on s'est fait reprendre, bon alors, évidemment par l'inénarrable Patrick Bévin, mais, mais très très douloureux d'avoir construit une avance de plus de 30 secondes dans la descente pour se la faire becter en 3 secondes et demie sur le plat. Ça c'est vraiment beaucoup lié je pense à, à l'attitude de l'IA quoi, en niveau extrême qui est elle est sans pitié, elle roule mais dès qu'il reste un gramme de force elle roule. Regardez, c'est pareil, Haru avait fait une petite différence sur la difficulté. Mais derrière, il se fait complètement manger. Du coup, je sprint avec Rosa. Et c'est pour qui la victoire? Et pour qui? Bah, elle est toujours pour les mêmes, quoi. Hein. Elle est toujours pour les mêmes, ceux qui vont le plus vite hein, au sprint. Et puis c'est comme ça. Voilà. Donc, dommage. Parce que cette étape 5, c'était peut-être l'occasion de ravir quelques secondes aux uns ou aux autres. Mais une minute, on avait aussi du mal à la reprendre, 1 minute 30 d'ailleurs, hein, si on fait le compte. Bon, je crois que troisième place, il est à sa place, le Fabio. Et du coup, ça me donne de l'inquiétude en fait pour le Giro qui va venir, parce que je me dis, oh, il y a une pléthore de gens qui éclatent la tête de Haru sur le Giro. Ça veut dire qu'en fait, même le top 10 me paraît chaud. On en reparlera. On en reparlera. Là, c'est la Flèche Wallonne. Parce que pendant ce temps-là, il y a une autre team des ragazzi qui joue la Flèche Wallonne après avoir joué l'Amstel, même si Vendrame, on avait vu, avait switché de l'Amstel à. Mais c'était le seul. On avait switché de l'Amstel au Tour des Alpes. Mais là, en revanche, ouais, la Flèche Wallonne. La Flèche Wallonne, je vais avoir beaucoup de chance. Vous allez voir, je vais avoir beaucoup de chance. Ce qui ne veut pas dire qu'on va nécessairement gagner, mais je vais avoir une chance absolue en fait. C'est ce plus 4 de Moscone. Donc toujours, ça vient confirmer ce que je vous racontais quand je vous disais que les probabilités pour avoir plus 5 par rapport à la forme du jour prévisionnel étaient renforcées par rapport au jeu précédent. Hein, puisque grosso modo avec mon -1 prévisionnel je pouvais espérer quasi exclusivement entre -4 et 2 sur la version précédente, alors que là le 4 a été atteint alors qu'il aurait peut-être jamais été possible. Donc chance max ajoutée à une nouvelle disposition de PCM par rapport aux formes du jour plus aléatoires comme ils disent. Donc intéressant puisque là pour le coup ça donne éventuellement une carte à jouer à Gianni Moscone qui n'en demandait pas tant. Il va juste falloir voir de quelle manière est-ce qu'on exploite cette carte-là. Je pense qu'à la régulière sur le mur de 8, ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller sur mur de 8 et commencer à espérer gagner comme ça à la régulière sur Van Der Poel, sur Alaphilippe, sur Kwiatkowski, sur tout ce que vous savez. Il vaut mieux essayer d'être un petit filou et de partir à un moment donné en espérant que quelqu'un l'accompagne et que l'échappée puisse peut-être aboutir sur quelque chose de très positif. On va voir. Allez, on compte sur les amis, sur Lutsenko, on compte sur tous les copains pour nous emmener, pour nous accompagner en tout cas. Allez, c'est parti. Voilà, qu'il aura fallu vraiment attendre ce deuxième passage au mur de 8 pour avoir le vrai tri qui s'opère, pendant que je ravitaille un tout petit peu les attardés, les pauvres, qui ont déjà tout donné, les Guadagnolo, les Montanucci, Fresi, Affini, Moschetti avant, qui avaient déjà lâché, c'était pas du tout leur terrain, parce que de toute façon, ça n'est pas notre terrain du tout que cette
flèche wallonne, mais en même temps, c'est rigolo aussi de faire des choses comme ça qui sont pas du tout favorables, quoi. Hein. Donc c'est assez positif. Moi j'aime bien en tout cas ce type d'expérience-là. C'est très ingrat, hein, une flèche wallonne, même si on a tiré la chance max au final. Hein. Un peu comme le mec qui à la cinquième, à la river, il tire son carré d'as, ou je sais pas, l'équivalent, en tout cas une chance extrême pour Jenny Moscone de prendre le plus 5. RF ne me fait pas si peur que ça. Sherave sera juste avant la descente vers le mur de 8, donc je pense pas que ce soit le moment où il faille nécessairement attaquer. Je pense, ou alors il faut tenter quelque chose dans la deuxième partie de cette côte DRF, peut-être, hein, ça peut être une possibilité, juste après en fait. Hein. On sait qu'il y a une redescente, il y a un replat, pardon, et après ce replat il y a une légère descente, et après cette descente, là on aura peut-être une opportunité de partir. Il faut voir si c'est gérable ou pas. L'idéal serait d'être suivi. C'est pas toujours évident du tout. Voilà, je vais juste faire ça, voilà, pour essayer de protéger au max. Et on va faire, on le fait quand même, hein, on est d'accord. On le fait partir l'ami Gianni. Hein. Parce que je pense pas qu'il y ait de salut hormis le fait d'essayer de tenter quelque chose de ce genre-là. Il faut devancer en fait, parce qu'à la régulière, on est très probablement pris à la régulière face au plateau d'excellents punchers que l'on connaît, hein, 17 secondes, 15 secondes, ça roule beaucoup. Lutsenko, petit atermoiement ici avec Vanderpool qui roule, à la Philippe, Kwiatkowski, Fulsang, Schachmann, Conrad. Il faut voir qui va prendre la poursuite. Actuellement, c'est quand même Vanderpool qui prend la poursuite en charge. Il aurait intérêt à faire travailler peut-être d'autres équipes. Bref. D'ailleurs, il s'en est rendu compte. Regardez, c'est intéressant. Du coup, c'est Peter Seri. Bah oui, logique. Logique quand même que Seri vienne comme ça. Il faut tenter. Il faut y croire en fait. Il faut y croire absolument. Parce que, voilà, vous voyez, ça attaque. Ici, Woods, Mollema, Vanderpool, Godu, Lutsenko. Du coup, moi aussi, j'attaque, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de question de s'avouer vaincu, hein, bien évidemment. On va faire le taf. On va boire le gel. Pour Gianni Moscone. Alors, je sais pas quelles sont les chances réelles de Gianni à ce stade-là, mais ce que je sais, c'est que quand même, le top 10, on ose en parler du top 10. Oh là là, il y a quand même une belle avance. Donc est-ce que Moscone n'aurait pas intérêt à se foutre dans la roue de Lutsenko qui va sûrement avoir course gagnée, sauf si Woods et l'ami Roglic reviennent, parce que derrière quand même ça me semble avoir du retard. Que ce soit Dan Martin, Kwiatkowski, à la Philippe, ils ont du retard quand même, Ça va être délicat, je sais pas comment faire. Punaise, c'est pas Kwiatkowski qui va emporter la mise, dit. C'est incroyable. Waouh, on se fait bananer, mais de peu. On prend 6 quoi. Voilà, 6. C'est pas si dégueulasse au final de prendre 6. Ah non, 7 pardon. Il aura vraiment manqué le punch pur, hein, en fait. Hein. Il manque le punch pur à Gianni pour tenir là-dessus. Mais on avait déjà la chance maximale. Hein. Par rapport au pic, au non-pic de forme qui quand même nous donne le plus 4, ce qui était énorme. Et non. donc voilà. Mais c'est quand même pas mal, je trouve. Allez, c'est pas si mal. Il faut pas cracher dans la soupe. 7ème. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer réellement? Peut-être tenir un tout petit peu plus longtemps. Mais ça n'a pas été le cas. Alors à ce stade-là, quelques bilans. Vous avez vu, c'est marrant, Vlasov sur Down Under. Sinon, c'est des mecs qu'on connaît très 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 bien. Les monuments aussi ont été dominés par de jolis noms, même si Boston Hagen, ça peut être une relative surprise à ce stade de sa carrière. Les classiques, petit bilan également, avec cet Amstel notamment. Et donc, je vous dis rendez-vous à l'épisode 5 pour la suite de ces petites aventures. À bientôt!